Donc, je donne la parole à Anne d'Ambricourt qui va vous parler sur Lamarck, le lamarckisme ou le transformisme ou le néo-transformisme, hein, comme on veut. Voilà. Donc, Anne d'Ambricourt qui est, je pense, la première anthropologue du Muséum d'histoire naturelle dans cette maison, si je m'abuse. Voilà, tu vas peut-être nous dire tout ça. Merci. Merci Ginelli de m'avoir invité à intervenir dans cette session dédiée à l'épistémologie. Alors oui, ici en 1982, se tenaient les premiers DEA, je crois que c'était 81, et je fais partie de cette première génération, 1982, et soutenance de ma thèse en 1987, ici même, dans cet amphithéâtre, en décembre 1987, et je suis donc paléo-anthropologue. Alors, pourquoi vous parler de Lamarck ? Parce que je considère, en tout cas dans ma propre recherche, nécessaire de savoir se situer dans le temps, dans ceux qui nous ont précédés, et comprendre le processus de la recherche, le processus d'une construction intellectuelle, la méthode, et comment on parvient à participer à la connaissance et la compréhension de nos origines. Alors, cette fois, ça va être une descente dans le temps, en remontant donc jusqu'à... Je crois que c'est là. Voilà, les origines du Muséum national d'histoire naturelle. Donc Lamarck est né pendant le siècle des Lumières, c'est l'époque des philosophes de la nature, avec la nécessité de s'affranchir de ce qu'on appelait la scolastique, une approche essentiellement métaphysique du réel, fondée sur davantage des constructions de l'esprit logique que sur l'observation de la nature, essayer d'en comprendre ces mécanismes naturels. Donc voilà, Lamarck est né dans la région d'Amiens. À cette époque, Georges Buffon est l'intendant du Muséum du Jardin des Plantes depuis 2 ans seulement. Le Jardin des plantes médicinales a été créé en 1635 par Louis XIII. Et il ouvrira ses portes en 1640 au grand public, aux Parisiens. Les cours étaient en français et non pas au latin, afin de permettre à toute personne intéressée et curieuse par les plantes médicinales d'apprendre à les reconnaître. On sortait de Paris et on pouvait aller chercher soi-même les plantes médicinales. Il y avait, donc c'est un enseignement de vulgarisation et non pas universitaire. Il y avait 3 chaires, en botanique bien sûr, en chimie, pour comprendre les propriétés de ces plantes médicinales, et en anatomie, pour compléter les enseignements universitaires de la médecine, qui à l'époque était encore assez dogmatique. Alors, une chaire était tenue par un démonstrateur et un sous-démonstrateur. On ne parlait pas de professeur parce que ce titre était réservé aux universitaires. Le Jardin des Plantes n'était pas diplômant. On venait y suivre des cours, comme aujourd'hui au Collège de France, mais ce n'était pas diplômant. On ne formait pas des docteurs. En 1745, Buffon s'adjoint les services de Louis d'Ambenton, qui était un membre de sa famille, et qui va donc avoir un rôle très important, garde et démonstrateur des collections, responsable de la conservation, de l'entretien et surtout de la classification. Un travail énorme, dans un bric-à-brac de collections de minéraux, de fossiles, de plantes, d'animaux, de squelettes, de coquillages. Il fallait classifier. Et le problème de la classification va petit à petit amener à la théorie que sans doute tous ces organismes
avaient des liens de parenté. Donc démontrer aussi aux étudiants et au public les méthodes pour identifier une espèce. Là, en l'occurrence, les espèces végétales appliquées à la médecine. Alors, à 16 ans, les parents de Lamarck voulaient le consacrer, le dédier à la prêtrise. Donc, il fait ses premières études à Amiens chez les jésuites, et puis il abandonne rapidement pour s'occuper de sa famille. Son père décède, et il entre à l'armée dans l'idée de faire une carrière militaire. Et au cours de cette carrière, il découvre la botanique. Il quitte l'armée en 68 et il rejoint le muséum, le Jardin des Plantes, où il va être formé par Bernard de Jussieu, qui lui est sous-démonstrateur de botanique, c'est-à-dire que lui va sur le terrain, il va choisir les plantes et il apprend au public, aux élèves, à identifier les plantes, les espèces. Et donc il faut pour ça une méthode naturelle. Ce que dira Lamarck, rechercher dans nos distributions, c'est-à-dire le rapport, l'ordre des espèces dans la nature, l'ordre qui est le propre de la nature, pas d'a priori, car cet ordre naturel est le seul qui soit stable et indépendant de tout arbitraire. S'affranchir des théories, c'est-à-dire des systèmes de pensée, et apprendre ce que la nature a à révéler de ses propres lois. Il écrira en 1809 « J'espère prouver que la nature possède les moyens et les facultés qui lui sont nécessaires pour produire elle-même ce que nous admirons en elle. » Autrement dit, c'est s'affranchir de la métaphysique. Produire, mais aussi reproduire. Tout le problème de la génération des espèces. Les espèces se reproduisent toujours égales à elles-mêmes. Pas de changement. Pour comprendre la génération, il faut comprendre, évidemment, tous ces processus de fécondation, le début de l'existence. C'est en 1675 que Anthony von Leeuwenhoek découvre, observe les unicellulaires, ce qu'on appelle, c'était des infusoires. Il avait mis au point pour ça un microscope, une loupe qui était 300 fois supérieure à ce qu'on pouvait observer à l'époque. Et donc, il va observer des unicellulaires et rapidement les spermatozoïdes qu'il va appeler des animalcules. Toute la question est de savoir si le corps est compris intégralement dans les spermatozoïdes ou pas. Et c'est à cette époque, c'est ce qui domine. L'individu, le corps, est préformé, complet dans les spermatozoïdes qui vont venir féconder les œufs contenus dans le placenta des femmes, dans les ovaires des femmes. Et Buffon n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Il va aborder cette question en 1749 parce qu'il considère qu'il y a une sorte d'absurdité à ce que toute l'humanité soit contenue dans un tout petit organisme qui aurait des millions et des millions et des millions de toute sa descendance. Donc même une question de bon sens, il trouve ça absurde. Et de lui-même, il va étudier les spermatozoïdes et il écrit en 1746 un texte il est conscient de l'importance de ce qu'il a observé et il remet ce texte à l'Académie des sciences et il écrit, il le publiera donc 3 ans plus tard, « Les animaux spermatiques ne sont pas des animaux, mais des parties organiques en mouvement. Leur mouvement n'est point celui d'un animal. » Il va donc essayer de développer son idée, qu'est-ce que c'est que ces molécules organiques? Qu'est-ce qui anime ces petites cellules? Il publie donc dans son Histoire naturelle en 1749. Voilà ce qu'il écrit. « Quoique la liqueur du mâle et celle de la femelle contiennent
toutes deux des espèces de petits corps vivants et organisés, et qu'il est complètement à l'opposé de Landais, elles ont besoin l'une de l'autre, hein, pour que les molécules organiques qu'elles contiennent puissent se réunir et former un animal. C'est tout à fait à l'avant-garde de ce que l'on connaît maintenant, bien sûr. Les gamètes mâles et femelles nécessaires pour former un embryon. On pourrait dire qu'il est très possible, et même fort vraisemblable, que les molécules organiques ne produisent d'abord par leur réunion qu'une espèce d'ébauche de l'animal. L'animal n'est pas entièrement formé, c'est une ébauche. Un petit corps organisé dans lequel il n'y a que les parties essentielles qui soient formées. C'est déjà... tout est dit par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, il faut pouvoir expliquer la reproduction d'une espèce à l'identique. Et pour ça, il a un mot, un terme qui est une métaphore, qu'il appelle le moule intérieur. Qu'est-ce que c'est que le moule intérieur? Il y a dans la nature un prototype général dans chaque espèce, sur lequel chaque individu est modifié. Prototype, c'est le type premier. Un morphotype ou un archétype. Ça, c'est un concept fondamental. Il y a dans chaque être organisé une cause intérieure, une sorte de moule intérieur qui façonne la matière, la dirige et la contraint à prendre une forme constante, particulière à chaque espèce. Nous supposons que la nature, donc là il est dans une approche de physicien, et pas du tout de métaphysicien, physicien, la nature peut faire ces moules par lesquels elle donne non seulement la figure extérieure, mais la forme intérieure des êtres vivants. Extérieur, ouvert à l'environnement, intérieur, c'est tout le fonctionnement qui permet à l'organisme de vivre dans un environnement donné. Les molécules organiques rassemblées par affinité, guidées par le moule intérieur, concourent à la formation de l'individu. Les parties organiques ne peuvent entrer dans le moule que dans un certain ordre relatif à cette forme, ce qui, par conséquent, ne la peut pas changer. Le moule intérieur ne peut pas changer. La notion d'évolution, là, elle est impossible. On ne peut pas changer le moule intérieur, mais seulement en augmenter toutes les dimensions, de l'embryon à l'adulte. Si dans le corps organisé, il se trouve une partie semblable au tout, ce sera celle qui opérera la reproduction. Elle ne présentera pas à nos yeux une figure que nous puissions comparer actuellement à notre corps entier. Il y a dans les animalcules, dans les spermatozoïdes, tout ce qu'il faut pour construire un adulte. Mais évidemment, ce n'est pas... c'est un plan, voilà, c'est un plan de construction. Il en déduit que cela me fait soupçonner qu'en examinant de près la nature, on viendrait à découvrir des êtres qui ne seraient que le premier assemblage des molécules organiques. Il pose le problème des origines de la vie, les toutes premières cellules. Le moule intérieur est une métaphore, c'est une cause intérieure constante qui donne la forme à la matière vivante. Elle est inscrite dans les animalcules, mais comment s'est-il formé, ce moule? 1769, Diderot, dans son rêve d'Alembert, envisage ce qu'on appelait la génération spontanée. Alors, ce n'est pas la génération spontanée d'Aristote, ce n'est pas les souris qui sortent de la farine, c'est génération spontanée naturelle. La molécule, alors, quand on parle de molécule à l'époque, c'est aussi bien atome que molécule, douée d'une qualité propre. Elle a une qualité propre à sa nature. Par elle-même, est une force active. Elle s'exerce sur une autre molécule qui s'exerce sur elle. On est donc dans des rapports, des échanges de force. On est là dans la dynamique et pas dans un moule statique. C'est très important, le mouvement. Si l'organisation des choses se développe dans le temps, l'organisation des choses, c'est de l'auto-organisation. Auto-organisation.
la physique, la chimie présente des propriétés d'auto-organisation. Il faut supposer une capacité intrinsèque, l'intériorité, c'est très important, des corpuscules à s'assembler et à se combiner pour former des structures complexes. C'est déjà très, très avancé comme réflexion. Mais on retient des termes comme intrinsèque, intérieur, intériorité. Petit à petit, c'est cette intériorité qui va s'effacer. Et on peut toujours le considérer aujourd'hui. Alors, la biogénèse, c'est aujourd'hui toutes les théories qui cherchent à comprendre l'origine de la vie. Comment une cellule se forme et surtout peut reproduire en elle-même le processus qui l'a formée. C'est déjà pas mal abstrait. Et alors, donc, Diderot s'est inspiré de Newton. Newton le concevait déjà. Les petites particules des corps n'ont-elles pas certains pouvoirs qui forcent ou des forces par lesquelles elles agissent, ces particules, pour produire une grande partie des phénomènes naturels? On s'éloigne toujours de plus en plus des interprétations métaphysiques. Les corps agissent les uns sur les autres par les attractions de la gravité, le magnétisme, l'électricité. Dans tout cela, Lamarck va l'apprendre. Il a été formé par Buffon, qui lui aussi va s'aventurer avec audace à avancer des âges très anciens pour la formation de la Terre. La Terre a été formée à partir de matières en fusion. Ces matières se sont solidifiées, elles ont formé des roches composées de minéraux. La Terre se refroidit irréversiblement. On est donc là dans la flèche du temps. C'est irréversible. Donc, il va y avoir 5 périodes qui vont se succéder. La 3e, c'est l'apparition de l'eau et l'apparition de la vie dans l'eau. La 5e période, c'est le quaternaire, c'est le déluge, c'est l'apparition de l'homme. Lamarck va soumettre à Buffon, en 1776, un premier essai qui s'intitule « Recherche sur les causes des principaux faits physiques ». Il n'est pas du tout dans la botanique. Il se pose des questions sur les faits physiques. Il veut aller au fond des choses d'une manière la plus rationnelle et la plus naturelle possible, et Buffon refuse. À l'époque, l'Académie des sciences était au Palais du Louvre, au premier étage du pavillon du roi. En 1777, il peut présenter son premier mémoire sur les principaux phénomènes de l'atmosphère. Donc toujours pas le botaniste, c'est vraiment une recherche, une réflexion. Il observe les nuages depuis son studio, une chambre sous les toits dans Paris. Et oui, c'est un bon travail. Il l'avait confié à un météorologue qui était l'abbé Cotte, qui dira en 1788 « C'est une théorie complète des phénomènes de l'atmosphère les plus intéressants. Quoiqu'il ne soit dans cet article que de l'évaporation, je crois cependant devoir développer toute la théorie de cet habile physicien. Il est jeune et on le reconnaît déjà au sein de l'Académie comme un esprit de physicien qui cherche à comprendre les lois naturelles. » Lamarck suit les démonstrations de Bernard de Jussieu selon une méthode qui est différente de Linné. Il faut savoir qu'avec Buffon, on est très loin de l'école de Linné. Ce ne sont pas les organes reproducteurs qui sont intéressants pour associer les espèces entre elles, mais c'est les similitudes ou affinités morphologiques entre les plantes. Et donc, Lamarck publie en 1778, et c'est Buffon qui va les faire imprimer sur les frais du roi, 3 volumes de sa flore française, qui s'adresse au grand public avec une clé de lecture dichotomique très simple. C'est toujours cette volonté de vulgariser. C'est une division binaire, positif-négatif. La plante a-t-elle tel caractère ou ne l'a-t-elle pas? Et donc il progresse comme ça graduellement depuis le point de départ de sa série. Seulement, voilà, depuis Aristote, le point de départ, dans l'ordre naturel, c'est le plus compliqué, c'est le plus complexe, c'est nous, c'est l'homme. Donc on suit une dégradation, et pas une gradation du simple complexe. Alors, Lamarck le remarque, quelle est la plante qui nous paraît la plus vivante, la mieux organisée? C'est la plante à fleurs.
Quelle est la plante la moins complète dans ses organes et qui semble s'éloigner le plus des autres? Et ce sont les mousses. Donc voilà, c'est un ordre qui part du plus compliqué au moins compliqué, du plus parfait au moins parfait. Dans cette approche-là, on est loin de pouvoir concevoir une évolution du moins complexe vers le plus complexe. Donc il procède déjà à cette mise en cause. Il est beaucoup plus aisé de satisfaire à la seconde question, c'est-à-dire trouver d'abord le plus simple avant d'aller chercher le plus compliqué. En 1779, Louis XVI le nomme adjoint dans la session de botanique à l'Académie des sciences. Il le doit à Buffon. Et Buffon avait bien compris qu'en Lamarck, il y avait la potentialité d'un esprit d'observation puissant, audacieux, beaucoup d'imagination aussi. Mais dans cette flore, Lamarck avait rédigé une préface qui était hors sujet en fait. Et Buffon l'avait confié à Daubenton, qui était son adjoint, lequel avait remis cette préface à René Juste Haüy, qui était le fondateur de la minéralogie, de la cristallographie, de la gémologie. Et plus tard, Lamarck va écrire, dépité, « Je n'ai pas pu publier dans le discours préliminaire de ma flore française mes idées sur l'origine des minéraux, sur la nature comparée à celle des autres êtres naturels. » Il comparait les minéraux aux animaux et aux végétaux. Et pourquoi est-ce que Buffon a fait relire sa préface? Parce que Lamarck pensait que les minéraux, c'était le résultat de la dégradation des êtres vivants. Avec une préface comme ça, Buffon n'aurait jamais pu soutenir la candidature de Lamarck à ce poste d'adjoint, parce qu'ils étaient deux sur ce poste. Les années passent, 1780-1784, un géologue, vulcanologue, qui s'appelle Giraud Soulavie, arrive à dater la Terre à des centaines de millions d'années. Il publie ça en 7 tomes, il suit les 5 périodes de Buffon, il conçoit une évolution des végétaux et de la faune exposée au changement du milieu. Il est le fondateur de la paléontologie stratigraphique. Il y a des fossiles qui sont pris entre des strates de lave. Et ce pauvre Giraud Soulavie va être censuré par l'Église. Des millions d'années, ce n'est pas concevable. Les philosophes de la nature continuent de toute façon de réfléchir sur une approche naturaliste des origines de la vie, sur l'organisation animale, et de la Métairie va pas mal influencer Lamarck. Voilà ce qu'il écrit déjà en 1780. On pourrait soupçonner que l'homme des premiers temps a pu marcher à 4 pieds comme le singe et qu'il est devenu bipède par habitude. Ce qui a dû produire de grands changements dans son corps, le bassin a totalement changé. 1780. Les animaux et les végétaux sont de superbes machines hydrauliques. Ça, c'est très important. Hydraulique, c'est dynamique, il y a du mouvement. Pour pouvoir changer l'organisation interne, il faut du mouvement. Le moule intérieur, lui, il est fixe. C'est un prototype, il faut du mouvement. Toutes ces idées, Lamarck les entend, il va les assimiler, sa pensée va évoluer, petit à petit jusqu'à proposer le transformisme. L'eau est un des grands agents de la nature, elle l'emploie surtout dans la construction des corps organisés. 83-89, Lamarck a des contrats, des petits contrats, il vit comme ça, et l'éditeur de l'encyclopédie méthodique lui demande de rédiger un dictionnaire de botanique. Il va le publier pendant 3 ans, il y aura 3 tomes. En 85, il présente un mémoire à l'Académie où il insiste. Les êtres les plus dissemblables, les plus éloignés, forment les termes extrêmes de l'organisation animale ou végétale. C'est-à-dire qu'il y a quand même un ordre. Ce n'est pas aléatoire, on n'a pas du simple, du moyen, du complexe au milieu. Le complexe vient toujours au terme ou au début d'une série et le moins complexe à l'autre extrémité de la série. Il y a un ordre naturel, lui l'observe,
quand il cherche à classifier les espèces végétales. Et il observe que c'est pareil chez les animaux. Les quadrupèdes sont les plus complexes, les vers les moins complexes, et réciproquement, chez les végétaux, sans pétales, ce sont les mousses ou avec des pétales. 1788, Buffon décède, et Daubenton choisit Lamarck comme adjoint. Il l'intègre vraiment petit à petit au Muséum national, au Jardin des plantes. Il obtient le poste de garde des herbiers du cabinet du roi par le nouvel intendant, qui est Flahault de la Billarderie, qui était proche de Buffon. Donc voilà, il y a une reconnaissance de la valeur et des compétences de Lamarck dans au moins la manière et la méthode de mettre de l'ordre dans toutes ses collections. En 90, il est nommé pensionnaire de l'Académie des sciences, c'est-à-dire qu'il est membre de l'Académie. Et 92, on est en pleine révolution, eh bien, Lamarck va procéder à une séparation inédite depuis Aristote. Il constate qu'il y a des animaux à vertèbres, à colonne vertébrale, et tous ceux qui sont sans colonne vertébrale, qu'on appellera plus tard les invertébrés. C'est très important pour la suite. 80% du règne animal n'a pas de vertèbres, pas de colonne vertébrale. La colonne vertébrale va apparaître très tard. 93, un décret. Le Jardin des plantes avait a traversé une période très difficile avec la Révolution, et donc c'est grâce à Daubenton que le Jardin des plantes va rester un jardin des plantes, un musée et un lieu de conservation des collections, et devient donc le Muséum national d'histoire naturelle, et Louis Daubenton en est le directeur. Il divise alors les collections en vertébrés, confiés à Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui n'a que 21 ans, et tout le reste, tous les invertébrés, à Lamarck, qui a 50 ans. On est étonné, pourquoi Lamarck? C'est d'abord un botaniste, il est connu pour sa flore. Mais tout ça, tout simplement parce qu'il est capable de mettre de l'ordre dans un fatras de formes différentes. Et il reste, lui, toujours sur son intérêt pour les causes physiques. 94, Buffon est décédé, il est membre de l'Académie des sciences, il peut enfin publier son essai que Buffon lui avait refusé en, 76. Et il dédie cet essai au peuple français. Et il s'oppose à la génération spontanée. On est encore loin du transformiste. Voilà ce qu'il écrit. Nous croyons qu'il n'est pas possible qu'une cause physique, quelle qu'elle soit, ait jamais pu donner lieu à l'existence des êtres organiques. L'existence, c'est le début de l'existence. Les diverses sortes de matières qui existent n'ont pas pu, dans telles circonstances qu'on pourrait imaginer, produire un seul composé vraiment doué de la vie. Ce qui constitue l'essence de la vie, doit être d'un être organique, est au moins un principe dont la connaissance paraît devoir aussi bien échapper à ses recherches physiques que celle de la cause de l'existence de la matière. On est là dans la posture d'un métaphysicien. C'est la cause première de l'existence, la cause première de tout ce qui est naturel, échappe par essence à l'approche naturaliste. C'est un point de vue de métaphysicien. On retrouve de la Métairie en 1795, qui discute avec Lamarck, et lui insiste, il est sûr, il le dit, il est sûr que la première production des végétaux et des animaux est un effet du premier mouvement de la matière. Il est sûr que leur reproduction actuelle est également une suite de ce premier mouvement. Mais le mode de ces combinaisons sont opérées nous est caché. Donc lui pense qu'il y a une origine naturelle des premières cellules, ce qu'on appelle les animalcules, et que tout ce qui se reproduit aujourd'hui est dans la continuité de cette émergence de la vie. 97, Lamarck publie un nouveau mémoire, il insiste,
On peut dire qu'il est toujours non évolutionniste. Il y a une distance infinie entre les êtres vivants ou organisés et les êtres inorganiques, c'est-à-dire tout ce qui est minéral, le sable, etc., et qu'ils diffèrent tellement entre eux qu'ils ne sont même pas comparables. Ils ne doivent pas être présentés comparativement sur une même ligne en forme de chaîne continue. Comment on l'a cru longtemps? Parce que la continuité de cette chaîne est une erreur évidente. On ne peut pas passer des molécules inorganiques aux premières molécules organiques, aux êtres vivants. C'est toujours aujourd'hui le problème de la biogénèse. On ne l'a toujours pas expliqué, l'origine de la vie. L'homme ne rencontre aucun corps intermédiaire. C'est très important dans l'approche de Buffon d'avoir le gradualisme. Il n'y a pas d'intermédiaire. La nature ne fait pas de saut, ne passe pas de l'inerte au vivant. Je ne sais pas, il me reste combien de temps? La vie et l'être vivant chez Lamarck, qu'est-ce que c'est? Un être vivant est un corps naturel, organisé, composé de diverses sortes de parties qui agissent et réagissent les unes sur les autres. Tout est mouvement, tout est dynamique, tout est interaction. Sont tenus plus ou moins en mouvement, soit par suite même de leur action réciproque, soit par une cause extérieure. Ah, on arrive à l'extérieur. Et qui subissent des changements continuels, toujours en changement, possibilité de causes extérieures. Les êtres vivants ou organisés jouissent d'un mouvement particulier que je nomme mouvement organique. Voilà, ils postulent un mouvement organique. Le mouvement organique qui constitue la vie de cet être. Un mouvement. S'il y a mouvement, il peut y avoir changement. Le moule intérieur, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement. La vie ou le mouvement organique ne peut exister que par les relations actives des solides avec les fluides. On retrouve l'idée des fluides. Quant à l'être vivant, son existence, eh bien, il le doit à une fonction qu'on ne comprend toujours pas, qui est la génération. D'où vient l'espèce? Est-ce qu'elle naît comme ça, d'une façon métaphysique, ou par des processus naturels? Il n'évoque pas Buffon, le problème de la génération n'est pas évoqué. Daubenton décède le 31 décembre 1799, 1800, Lamarck s'affranchit de l'école buffonienne. L'organisation interne peut être modifiée. Il franchit le pas. L'anatomie et la physiologie sont replacées dans leur milieu, sans lequel, évidemment, la description perd son intérêt et son intelligibilité. Il a étudié des centaines de fossiles d'invertébrés, et là, eh bien, il se lance. 1801, le système des animaux sans vertèbres. Et voilà ce qu'il écrit. L'examen de tous les anciens témoins des changements lents, que la surface de notre globe a éprouvés, changements que les êtres vivants y ont eux-mêmes successivement éprouvés. Successivement, les organismes ont éprouvé les changements du milieu et se sont donc modifiés. Et voilà un exemple d'Écoromou. Il prend un critère. A-t-il ce critère? Est-ce que le polypier existe? Est-ce qu'il a un squelette calcaire ou pas? Non, oui, et ainsi de suite. Il continue jusqu'à est-il flexible ou pas? Non, le corail. Donc, par graduation, il arrive à montrer une continuité en rapport avec l'environnement. En considérant d'abord l'organisation animale la plus simple, voilà, on s'achemine vers le passage du moins complexe au plus complexe. L'organisation animale la plus simple, pour s'élever ensuite graduellement jusqu'à ce qui est la plus composée. Depuis la monade, pour ainsi dire, la plus simple, c'est un point animé. Quand on est géomètre, physicien, mathématicien, le plus petit, c'est le point. Le point, c'est le plus petit, c'est le commencement. Donc s'élever du point animé jusqu'aux animaux à mamelles, et parmi eux jusqu'à nous, l'homme, il y a évidemment une gradation nuancée. La monade, donc, c'est un corps extrêmement petit, très simple, transparent, en forme de point. C'est le terme apparent, visible, de l'animalité. Donc, les infusoires ou animalcules. Voilà. D'accord, je continue. Donc, on arrive à ces tableaux où il inverse effectivement la logique de la gradation, de la dégradation, et ces tableaux commencent par les infusoires.
Il va inventer sa biologie, ce qu'on appelle la biologie. Il n'est pas le seul auteur de la biologie, mais il va développer sa biologie dans l'hydrogéologie, qui est la troisième partie de son mémoire dédié à la physique terrestre. Voilà, la conformation interne est uniquement le résultat de mouvements des fluides qu'ils contiennent. Ce sont ces fluides qui changent l'organisation interne, et ces formes acquises ont été conservées et transmises par la génération, jusqu'à ce que de nouvelles modifications eussent de nouveau été acquises par les mêmes voies. La possibilité pour l'organisation interne d'être modifiée par des changements du milieu, notamment des fluides. Donc on est là dans la première formulation de la transmission héréditaire, transmission des transformations acquises. C'est une rupture avec Buffon. Les causes sont dynamiques, ce sont des fluides. L'organisation interne serait fascinée par des fluides. La cause naturelle des transformations ne peut être qu'externe. Il n'y a aucune origine interne. L'intériorité est complètement effacée. Il n'y a pas d'histoire interne. Il n'y a pas de mémoire interne. Et donc, il n'aborde pas le problème du support physique qui permet de transmettre ces transformations de l'organisme adulte aux animalcules. Donc, 1802, il va présenter pour la première fois cette interprétation du transformisme. Bon, non, puisque j'ai peu de temps, il va nous intégrer, nous, hommes et primates. Il reconnaît les générations spontanées. Il intègre les concepts de la métairie. La nature a commencé, recommence encore, à partir de ses premières ébauches de l'organisation, les générations spontanées. Sa pensée a vraiment évolué, s'est modifiée avec les décennies. Et donc il arrive à l'Homo sapiens. À l'époque, il y a 3 catégories, les prosimiens, les simiens quadrumènes et Homo sapiens. Et il reprend pour ça les travaux de Daubenton, qui avait présenté en 1964 à l'Académie des sciences un modèle géométrique pour comparer la position du trou occipital. Et Lamarck s'intéresse à ce trou occipital puisque c'est l'articulation de la colonne vertébrale avec la base du crâne, avec le crâne. Donc passage d'une colonne vertébrale horizontale à verticale. Voilà, ça c'est un modèle. La ligne bleue représente l'orientation du trou occipital vers l'arrière. Chez les prosimiens, c'est vers l'arrière. Chez le chimpanzé, le trou occipital est un peu plus vers l'avant et vers le bas. Et chez nous, c'est carrément vers le bas. Les quadrumanes, dit-il, n'ont pas le trou occipital situé tout à fait dans la base du crâne comme chez l'homme, mais ils l'ont beaucoup moins relevé vers l'arrière que tous les autres primates. Aussi, les quadrumanes sont-ils plus souvent debout, quoique cette attitude pour eux soit encore très gênante. Le Kimpese d'Angola, c'est le chimpanzé, alors ça je ne sais pas où ils sont allés chercher cette évidence, marche ordinairement debout appuyé sur une branche d'arbre en guise de bâton. C'est-à-dire qu'il est bancal, il est encore dans une position instable. Quant à l'homme, le plus proche des quadrumanes, le trou occipital est tout à fait dans la base du crâne et fait que sa tête est posée sur l'extrémité de la colonne vertébrale. Ne pourrait-on pas penser que cet état d'organisation a été acquis peu à peu, à la suite de beaucoup de temps, à des circonstances qui sont trouvées favorables? Il a tout dit. Seulement voilà. Avait-on connaissance de l'organisation interne du crâne? Elle était connue depuis Léonard de Vinci, et ses travaux n'ont pas été reconnus ou découverts avant 1845. Et curieusement, il n'y avait pas de crâne de singe scié en deux pour voir l'organisation interne. Et ce qui organise la forme du crâne, c'est le développement du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Alors je vais terminer sur le détracteur de Lamarck, c'était Cuvier, qui arrive en 1802 au Jardin des Plantes. Il est titulaire de la chaire de paléontologie des vertébrés. Pour lui, il n'y a pas d'évolution des espèces, il y a disparition des espèces.
suite à des catastrophes naturelles. Les primates et l'homme apparaissent avec la dernière catastrophe, donc les primates et l'Homo sapiens n'ont pas d'ancêtre. Lamarck meurt à son domicile, au Jardin des Plantes, en 1829. Sa pensée va disparaître pendant un temps. La chaire d'anthropologie et d'ethnographie va être fondée en 1855 et tenue par Armand de Quatrefages, qui est de l'école de Cuvier et qui lui ira encore plus loin, puisque pour Armand de Quatrefages, l'homme, c'est carrément un règne à part, pas d'ancêtre de simiens. Et je termine sur l'héritage de Buffon et de Lamarck au muséum. Lamarck, le moule intérieur, oui, il a raison. Il y a un plan d'organisation qu'on appelle un pattern, un body plan, un building plan. Aujourd'hui, on parle de jeunes architectes qui ont un rôle chronologique, crânio-sacré, au cours de l'embryogenèse. Donc, il avait raison. 1802, Lamarck a également raison. Transmission héréditaire des modifications, rôle majeur des dynamiques internes. Oui, il a raison. Les deux ont raison. 1980, alors je crois que c'est 1982, l'évolution humaine et son enseignement supérieur entrent enfin au muséum, grâce à vous, professeur Henri de Lumley. Et 1983, 1987, ceci vous explique pourquoi je m'intéresse à Lamarck. C'est le premier doctorat sur la lignée humaine et le redressement. Il est d'origine interne, au cours du développement de l'embryon, donc il y a bien changement des plans d'organisation possibles grâce aux gènes qui contrôlent le développement. Il y a une itération, c'est-à-dire que le redressement s'est amplifié depuis les premiers singes. Il y a donc bien une conservation des mécanismes, il y a bien une transmission par les gamètes de ces mécanismes. Bon, ça, ce n'est pas du tout néo-darwinien, pas du tout dans l'école de pensée dominante qui était celle que j'ai connue quand je suis arrivé ici en 82. Et j'ai eu toute liberté de développer ma recherche jusqu'à aujourd'hui, grâce à vous, Henri de Lumley et Marie-Antoinette de Lumley. Voilà l'héritage de Lamarck.